Alors, il y a une question très embarrassante au départ, c'est que ces deux termes, érotisme et radicalisation, constituent aujourd'hui des attracteurs lexicaux aussi puissants qu'ambigus. Leur polysémie exubérante se prête volontiers aux malentendus, aux projections, introjections et aux querelles disciplinaires, sinon idéologiques. Alors, le terme radicalisation est biaisé par un contexte médiatique confus, surchargé de faits divers sanglants, blood and guts, sang et tripes. Et si l'on soumet un échantillon d'étudiants à un test d'association libre de mots en usage en psycholinguistique, le substantif érotisme, en revanche, est banalement assorti de sexualité et pornographie. Alors que radicalisation, aujourd'hui, est accouplée par automatisme avec islamisme, djihadisme, terrorisme. Alors, il s'agit bien d'un effet d'envoûtement médiatique qui, pour reprendre Yves Citon dans son plaidoyer pour une écologie de l'attention, forme un écosystème. Et il écrit écosystème E-C-H, l'écho. L'inverse, en fait, de l'écosystème en écologie. Alors, un écosystème, c'est une infrastructure de résonance qui conditionne notre attention à ce qui circule autour de nous, comme en nous. Résonance qui se traduisent aujourd'hui par un bruit éditorial, télévisuel, journalistique et conversationnel impressionnant, dans lequel se retrouvent des travaux de grande qualité, qui s'efforcent de dénouer l'amalgame ou d'aborder un aspect de la question sous un angle particulier, politique, sociologique, psychologique, psychanalytique ou anthropologique. Alors, nous nous trouvons en conséquence dans une zone de complexité qui ne peut se satisfaire des explications totalisantes, estime mon voisin, Fethi Benslama, qui souligne la contribution de la psychanalyse dans le dépassement des explications sommaires satisfaites de s'en tenir à l'intention, à la conscience et aux facteurs sociaux pour expliquer les cruautés de la jouissance. Alors, la situation présente est à ce point brûlante qu'elle a donné lieu en France à la création de commissions, missions et à l'étranger, institutions nationales et internationales. Alors, je citerai par exemple en Grande-Bretagne the International Center for the Study of Radicalization and Political Violence, qui a été créé en janvier 2008 au Department of War Studies, le fameux département dont des études sur la guerre, l'ancienne polémologie de Bootle, au King's College de Londres, et qui est associé aux États-Unis et à l'étranger avec toute une série d'universités prestigieuses. Alors, en revanche, le 7e programme cadre de la Commission européenne pour la recherche et l'innovation, qui finance the Voxpol Network of Excellence, et qui a beaucoup d'argent d'ailleurs, je le signale au passage, récuse l'emploi des termes terrorisme et radicalisation. Alors, ce réseau universitaire d'études, alors je cite, axé sur la recherche de la prévalence des contours, des fonctions et des impacts de l'extrémisme politique violent en ligne et des réponses à celui-ci, fin de la citation, justifie son choix par méfiance à l'égard des abus terminologiques et des amalgames. Nous vivons le temps présent à la façon dont nous lisons un roman, a écrit Milan Kundera, c'est-à-dire en oubliant les pages précédentes. Or, l'inventaire historique, oublié, négligé ou refoulé, a déposé dans la mémoire collective inconsciente, plus que consciente, ces alluvions fertilisant les mentalités et les actions qui nous surprennent. L'usage anhistorique de la notion de radicalisation et la tendance à privilégier sa liaison avec l'islam a conduit historiens et philosophes à la remise en cause de sa pertinence. Par exemple,
Jacob Rogozinski, dans un ouvrage récent, reproche à ses usagers de la rapporter à un contexte étroit, sans tenir compte des phénomènes historiques apparentés. Il rappelle que la conversion à une croyance fanatique n'est pas un accident nouveau. Mais si nombre de massacres sont oubliés ou laissés dans l'ombre, reste vivace l'évocation de génocide. Le Rwanda, le Cambodge, encore que nous ayons tendance à ne retenir que les morts anonymes dans les statistiques, nous arrêtons rarement, comme dans le spectacle Unwanted de Dorothée Muniazena, qui a été présenté à Avignon cet été, aux personnes, les femmes violées et leurs enfants non désirés. Alors, la quote-part de l'ethnocénologie dans ce concert d'études tient à son identité métisse. C'est pour briser le kuklos, le cercle cyclonique de l'ethnocentrisme dans la perception de l'esthétique des pratiques spectaculaires du monde qu'un groupe d'amis, artistes et universitaires, a décidé de lancer en 1995 un manifeste pour défendre l'idée d'une nécessaire révision critique, pluridisciplinaire, de la multitude des biais qui en réduisent notre perception et notre interprétation. Alors nous entrions ainsi dans le vaste mouvement qui conjugue les études postcoloniales, l'anthropologie réflexive, l'anthropologie modale, l'anthropologie croisée, les études de genre, les performance studies. La dernière phrase du texte de présentation de l'ethnocénologie n'est pas un simple effet de plume. Cette phrase, l'ethnocénologie est une discipline émerveillée. Alors, la formule n'est pas légère dans l'esprit, puisqu'elle se retrouve en 2008 dans la conférence inaugurale qu'Anne Cheng prononça au Collège de France. Alors, je vous cite Anne Cheng, qui dit bien notre objectif. Il nous faut sans doute accepter d'observer et d'écouter de plus près, et de ce fait même renoncer aux généralisations à l'emporte-pièce, si brillamment séduisantes et si commodément monnayables soient-elles. Réflexion faite, c'est probablement la mise à distance culturaliste qui nous fait percevoir la Chine comme une forêt monochrome, alors que nous sommes si prompts à saisir les moindres nuances de la moindre feuille d'arbre dès qu'il s'agit d'une culture qui nous est plus familière. Fin de citation. Alors, une première étape consiste à interroger le vocabulaire et à éclaircir l'ambiguïté sémantique de la notion de radicalisation. En français, comme en anglais, et sans doute d'autres langues, le mot radicalisation se réfère au processus qui conduit à la radicalité, mais sans en préciser pour autant la nature. En effet, la notion de radicalité se réfère à une variable qui oscille autour d'une moyenne aléatoire située entre deux pôles ou plusieurs. Par exemple, la vertu extrême ou l'ignominie la plus grande. Le mot dérive du latin radix, qui signifie racine, source, fondement, origine, de telle sorte qu'autour du noyau sémique d'essence, son introduction dans les champs lexicaux de la linguistique, de la philosophie, de la politique, est devenue évocateur de qualités extrêmes, bonnes ou mauvaises, dans la pensée et le comportement. C'est ainsi que la radicalité appartient à deux nuages sémantiques antinomiques où sont rassemblés les signifiants qui expriment dans l'un une clôture de l'esprit, l'intolérance, la psychorigidité, l'inflexibilité, l'addiction, l'obstination, le fanatisme et l'absolutisme, et dans l'autre, le don de soi, l'oblation, le martyre, la sainteté, la charité. Ainsi en est-il des moines et moniales qui prennent l'injonction de Jésus dans l'évangile de Matthieu 19 au pied de la lettre
Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Mais on retrouvera ceci dans les gens que vous avez interrogés aussi et analysés. Parce qu'on peut très bien quitter dans une décision extrême, mais pour faire quoi? Alors, antinomie relative, justement, puisque les extrêmes se rejoignent en un point, comme le dit le sens commun, et Bergson dans l'évolution créatrice, en soulignant la proximité cognitive du finalisme radical et du déterminisme radical. Alors nous avons là un exemple type de l'outil lexical inventé par Lewis Carroll, inspiré par les portmanteau suitcase, les grandes valises en cuir de son temps qui s'ouvraient comme un livre pour libérer 2 grands compartiments. Alors, un mot valise a la faculté de dire tout et son contraire. Oui, le piège, justement, des feuilles, c'est de ne pas savoir les séparer avec virtuosité. Malheureusement, j'étais beaucoup trop paresseux pour apprendre mon texte par cœur. Alors, dans la langue des médias, le mot radicalisation suggère qu'un processus mental d'endoctrinement conduit à une entité abstraite, la radicalité, incarnée dans un corps dogmatique, idéologique, le radicalisme islamiste, émergeant à son terme dans un passage à l'acte associé à la violence, sinon au terrorisme. Alors cette vision déterministe de la radicalisation est sous-tendue par une logique de causalité linéaire, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes. D'une part, le processus de radicalisation n'a pas en lui-même de fin programmée et il peut se poursuivre une vie durant sans passage à l'acte. En tant qu'objet de recherche, il relève en ethnocénologie de ce que nous appelons la performativité, c'est-à-dire le processus individuel qui sous-tend l'action, ce que vit un acteur, une comédienne par exemple, à ne pas confondre avec la spectacularité, c'est-à-dire ce qu'un observateur, un témoin, un spectateur peut percevoir de l'action performée. Or, la performativité échappe en grande partie à l'observation. Elle ne se révèle que dans la biographie, et encore pas totalement, l'anamnèse, l'analyse au sens freudien du terme. La spectacularité, en revanche, remarquait Jerzy-Grotowski, est dans la tête de l'observateur. Aussi pouvons-nous considérer comme des modèles descriptifs heuristiques la fiction romanesque, le conte, la poésie, lorsqu'un auteur reconstruit en narration des bribes du réel qu'il a perçues et complétées, assemblées par l'imagination et la maîtrise de la langue. Pierre Carli, le neurophysiologiste connu pour sa recherche sur le comportement agressif, ne dit pas autre chose. Alors là, je le cite, « Une analyse des comportements qui se veut parfaitement objective aura tout naturellement tendance à focaliser l'attention sur les phénomènes, tels qu'ils peuvent être observés et décrits par un observateur extérieur. Mais à l'évidence, une semblable démarche ne saurait appréhender qu'un aspect partiel, quoique important, d'une réalité beaucoup plus complexe. Car un comportement se laisse rarement réduire au seul phénomène observable qu'il constitue. Ce comportement n'est pas une fin en soi, sa raison d'être n'est pas tout entière contenue dans le comportement lui-même et elle ne s'épuise pas dans son exécution. En réaction contre la tendance à focaliser l'attention sur le radicalisme islamique, la réflexion aujourd'hui s'est ouverte sur de très anciennes questions, celle des racines. Comment devient-on tortionnaire?
De quelle source suinte la haine? Comment l'éteindre? Tout cela correspond à des publications récentes qui viennent de sortir. Alors, dans une définition lapidaire, l'ethnocénologie se définit comme l'étude pluridisciplinaire des incarnations de l'imaginaire. Deux notions sémantiquement lourdes à saisir dans les perspectives de la recherche contemporaine, en particulier l'anthropologie avec Maurice Godelier, les neurosciences et les sciences cognitives. Et incarnation en ethnocénologie est à comprendre au sens strict. Alors, les Anglais sont beaucoup plus précis. Ils parlent de embedded, embedded imaginary, embedded cognition. Quant à l'imaginaire, il lui est reconnu d'être une potentialité cognitive fondamentale de l'espèce humaine, omniprésente dans l'épaisseur de la vie psychique, intellectuelle et affective, dont il est malaisé de maîtriser la nature et de lui donner une définition satisfaisante, tant elle irrigue le destin individuel et collectif. Alors, le néologisme Some Aesthetics, qui est proposé par Richard Fusserman dans le sillage de John Dewey et de Nelson Goodman, est lourdement traduit en français par soma esthétique, illustre une nouvelle conception de l'unité de l'humain dans ses dimensions biologiques, y compris la sexualité, psychologiques et spirituelles. L'art, comme le pensait le philosophe et critique d'art britannique Herbert Reed, est bien, je cite, un phénomène organique, un processus biologique, comme les fleurs et les fruits, le plumage et les chants, c'est un produit de la force vitale elle-même. Alors, l'exposé poétique et philosophiquement coquin de Lucrèce préfigure les intuitions de Darwin sur l'origine des croyances et l'affirmation des surréalistes quant à la coalescence de l'imaginaire, de l'érotisme et de l'art. Marquant une rupture avec les conceptions anciennes qui couraient en anthropologie, Maurice Godelier, fort de ses propres analyses sur le terrain, a tiré des conclusions divergentes et dont je retiens qu'elle inverse la thèse selon laquelle le symbolique l'emporte toujours sur l'imaginaire et le réel. Alors, je cite Godelier. « Tous les rapports sociaux, y compris les plus matériels, contiennent des noyaux imaginaires qui en sont des composantes internes, constitutives, et non des reflets idéologiques. Ces noyaux d'imaginaire sont mis en œuvre et en scène par des pratiques symboliques. L'imaginaire crée du réel, écrit-il. Et je cite, « réalités qui ne sont pensées ni vécues comme imaginaires, mais comme plus réelles que le réel visible, comme surréelles, telles les religions, leurs rites, leurs officiants, leurs lieux de culte. » Or, si l'imaginaire permet d'envisager l'infini, l'absolu, il le doit à son pouvoir nourricier de lui-même. Ce ne sont pas les surréalistes qui l'affirment, mais les mystiques monothéistes dont le but ultime est un topos inatteignable, inimaginable, car bien au-delà des potentialités de l'imagination humaine et que l'on pourrait appeler plus l'infini. Les mots Jéhovah, Yahvé, Dieu, Allah sont des suppléants, maigres substituts qui permettent de nommer ce qui, par définition, n'a pas de nom. En ce sens, le radicalisme monothéiste est un modèle de toute recherche, de telle sorte qu'avec la science contemporaine, la théologie mystique déclare « ce que je sais n'est qu'un état temporaire de la connaissance ». Dans l'étude qu'il consacre aux platoniciens de Perse, les Israqioun, de la lignée spirituelle de Sohravardi du XIIe siècle, Henri Corbin explore la place qu'ils accordent à la puissance médiatrice de l'imagination active dans la recherche du divin. À la différence du dualisme, elle permet de faire connaître la région de l'être qui, sans cette médiation, resterait région interdite.
Alors, une telle radicalité aussi exigeante a engendré des fuites, escape, des manœuvres d'évitement en institutionnalisant et en érigeant un appareil de contrainte comportementale orthopraxique. Praxique et non pas orthodoxique. Le canon, la charia, la tradition, les commandements qui forment un corps de succédanés pour la trivialité du quotidien. Nourriture, vêtements, protocoles, social et sexuel. Alors la radicalisation vertueuse change de cap pour nourrir la radicalisation criminelle, comme l'avait peint Aragon dans le discours de l'imagination du paysan de Paris en 1926. Je cite, « Ils, les surréalistes persécutés, verront reculer ces limites de l'esprit. Ils feront partager cet enivrement à tout ce que la terre compte d'ardent et d'insatisfait. Les jeunes gens s'adonneront éperdument à ce jeu sérieux et stérile. Il dénaturera leur vie. » L'argument religieux dans la radicalisation ou sa justification après l'acte est en grande partie un travail de fiction. Je crois que vous en parlerez. Au mieux, la rationalisation d'un imaginaire dont c'est le pouvoir incitatif sur l'action théorisée dans un ouvrage marquant de Théodule Ribot, publié en 1900 sous le titre « Essai sur l'imagination créatrice ». Alors ce qui est amusant, c'est que l'un des plus grands psychologues de l'époque, Alfred Binet, qui était aussi clandestinement auteur dramatique de Grand Guignol, avait écrit de Ribot, dans son compte-rendu pour l'année psychologique, qu'il a substitué à l'idée si étroite que l'imagination est un produit esthétique, une activité de luxe, l'idée plus large et plus vraie que l'imagination ou les imaginations sont à la base de nos activités les plus diverses, comme le raisonnement, du reste dont elle n'est qu'une variété plus riche et moins précise. Alors, Binet ne s'y trompe pas et reconnaît la nouveauté de la démarche de Ribot qui préfigure la perspective de la théorie de la performance. La théorie de la performance en adoptant une position proche du philosophe Émile Blondel et de sa conception de l'action. Je cite Binet, Ribot pose d'abord en principe que l'imagination constructive est de nature motrice et que la construction se fait au moyen des éléments moteurs contenus dans les images. Alors, en revanche, ce qui l'escamote, parce que Ribot n'est pas clinicien, est cette pathologie particulière de l'imaginaire qu'est la mythomanie, dont Odile Dormoy, psychiatre, médecin-chef du service médico-psychologique de la prison de la santé, me disait fréquemment rencontré chez les grands criminels. L'imaginaire, lorsqu'il s'impose, devient totalitaire. Il étouffe, incarcère. Lorsque l'imaginaire cesse d'être imaginant, il ne fait que tournoyer sur lui-même. Alors passons à l'érotisme. Bataille. Je ne dis pas que l'érotisme est le plus important. L'érotisme est le problème des problèmes. En tant qu'il est animal érotique, l'homme est pour lui-même un problème. L'érotisme est en nous la part problématique. Alors, coïncidence plus significative que fortuite, ce colloque a lieu au moment où émerge avec un mordant inusité dans l'espace public la réalité refoulée, niée, moquée du harcèlement sexuel et de la violence faite aux hommes essentiellement, aux femmes essentiellement, de la manipulation sexuelle des enfants et des agressions homophobes. Alors, les statistiques. Selon l'Institut national d'études démographiques, 553 000 femmes ont été victimes d'au moins une agression sexuelle en 2016. En France, 123 femmes ont été tuées par un conjoint, amant, petit ami, ex-compagnon. Seulement 34 hommes.
Donc ça leur arrive. 62 000 plaintes pour viol ou tentatives de viol ont été enregistrées. Enregistrées seulement. Alors pour la même année, l'association SOS Homophobie a rapporté 1575 témoignages d'actes homophobes ou transphobes, soit 19,5% de plus qu'en 2015. Quant aux agressions sexuelles sur enfants, garçons et filles, je n'ai pas trouvé de données chiffrées. Et ceci au cœur d'une société qui s'estime des plus avancées. Ce qui fait que, aux nombreuses tribunes publiées dans la presse sur l'entrelac islamisme, djihadisme, terrorisme, se joignent ces derniers jours, et malheureusement sans connexité explicite, des analyses dont je retiens celle de la sociologue Irène Théry du 23 octobre, c'est donc très récent, intitulée « Pour une nouvelle civilité sexuelle ». Elle écrit « Ce qui se passe aujourd'hui est une question de société, de culture, de civilisation ». Cette nouvelle civilité ne demande-t-elle pas de s'interroger sur l'héritage perdu des philosophes et auteurs libertins du XVIIe siècle, dont ne reste dans les esprits, en français, que le mot dévoyé de libertinage, et d'envisager une esthétique érotique à laquelle je préfère donner le nom du traité du poète latin Ovide, ars amatoria, l'art d'aimer. Alors, la séduction n'est pas à confondre avec l'agression, souligne Irène Théry, qui remarque la part prise par les actrices dans le dévoilement de la chasse sexuelle. Je cite notre collègue, « La séduction, c'est justement l'art de lever un à un les possibles malentendus. Et c'est notre chance que cela ait été dit en premier par les actrices, ces incarnations de la séduction dont nous admirons les silhouettes, dont nous aimons qu'elles montrent leurs jambes et leurs décolletés. » Alors, nous sommes rares à avoir exploré les fondements érotiques du spectacle vivant, comme le rappelait Pierre-Philippe. Et nous avons donc tenté un colloque autour de cette question. Ovide, à propos du théâtre, met en garde les amants blessés et conduits, trompés, contre les stimulants de l'imaginaire que sont les poètes érotiques et les spectacles. L'art du vivant est un émollient trop proche de l'amour des corps pour guérir les blessures de l'amour. Et je cite Ovide, « Le cœur est amolli par les sithares, les flûtes, la lyre, le chant, les bras, aux mouvements harmonieusement cadencés. Sans cesse, on y voit danser des amants fictifs. Avec quel art un acteur enseigne à son public la volupté. » Et Bossuet, l'évêque de Meaux, reprend le même argument, mais pour condamner le théâtre. Alors que le libertinage pictural du grand siècle orne salons et églises de nudité, généralement féminine, parfois au motif religieux, Marie allaitant l'enfant Jésus, Marie-Madeleine convertie, l'orgasme de Sainte Thérèse par le Bernin, ça c'est une sculpture. L'évêque de Meaux ne s'en prend pas aux peintures immodestes, mais au bios, au vivant du théâtre. Et c'est un magnifique passage érotique, me semble-t-il, de la part de ce puritain. Je cite, « Ce ne sont point des traits morts et des couleurs sèches qui agissent au théâtre, mais des personnages vivants, de vrais yeux, ou ardents, ou tendres, et plongés dans la passion, de vraies larmes dans les acteurs, qui en attirent d'aussi véritables dans ceux qui regardent. Enfin, de vrais mouvements qui mettent en feu tout le parterre et toute l'éloge. » L'érotisme, oui, là je dois m'expliquer tout de même ce que j'entends par érotisme. Pour moi, l'érotisme est à la sexualité
ce que la gastronomie est au comportement alimentaire, c'est-à-dire la transmutation en art d'un fatum biologique, la reproduction sexuée. C'est une esthétique, c'est-à-dire la convocation de l'ensemble des potentialités humaines dans l'accomplissement d'un acte qui accorde un surcroît de vie, d'intelligence et d'émotion. Alors, il est intéressant de voir dans l'histoire de l'art et dans les théories de l'histoire de l'art la thèse de l'historien Johann Joachim Winckelmann au XVIIIe siècle, selon laquelle l'art serait né de l'auto-contemplation des humains amoureux de leur corps, et ceci n'est pas loin de rejoindre la thèse ou l'idée que le spectacle vivant se fonde sur le plaisir de la perception de la chair de l'autre, de la grâce de ses membres, du paysage chromatique de son derme et des vallonnements cachotiers de son anatomie, potentiel partenaire orgasmique. Éric Michaud a fort bien décrit, analysé la toile d'araignée, au centre de laquelle se trouve le vivant, dans sa splendeur, nu, épanoui en reproduction de lui-même, racialisé cependant du même coup, et allant jusqu'à créer des dieux à son image, en ce que Michelet nomme un circulus naturel, par lequel les peuples, en fabriquant leurs dieux, se fabriquaient eux-mêmes. Alors, du même coup, les conflits religieux ont-ils un fondement auto-érotique, alors que les orthodoxies portent en elles une obsession sexuelle étrangement plus contraignante pour le féminin que le masculin? L'esthétique est l'outil privilégié de la conversion missionnaire lorsque la propagande est préférée à la violence, à la terreur et à la destruction. Et ça, c'est intéressant comme renversement, car au temps de la réforme menaçante, la contre-réforme a répliqué par une invention esthétique appelée à séduire, attirer et rappeler les égarés. Alors, Pierre-Philippe rappelait ce conseil de Duvigneau de parler de sa propre expérience. Pardonnez-moi de le faire. Ce devait être fin 1961, en Algérie, précisément en Petite Kabylie. Se déroulait alors ce que l'on appelait officiellement du côté français le maintien de l'ordre en Afrique du Nord. Puis, événement d'Algérie, avant de recevoir le 5 octobre 1999, donc très tardivement, le nom de guerre d'Algérie. Alors, rappelons que de 1954 à 1962, 1 343 000 appelés ou rappelés et 407 000 militaires d'actifs y ont été engagés. Et j'étais l'un de ces appelés, officier des SAS. Et ce jour-là, par hasard, je m'étais rendu dans le cantonnement d'une compagnie d'infanterie. Le poste était quasi désert, à part les sentinelles, puis un bruit de jeep et de camions passant les vitesses et accélérant a bourdonné sur la montée qui menait au poste. La compagnie était de retour d'opération, avec des prisonniers. J'ai demandé des nouvelles aux premiers arrivés. Il y a des blessés, des morts. Un appelé s'est retrouvé seul avec moi, près du frigidaire à pétrole. Un garçon sympathique, simple, ordinaire, comme on dit, enrégimenté dans un service militaire obligatoire d'une durée exceptionnelle, en pleine guerre dont il ne savait pas grand-chose. Il avait soif et besoin de parler, d'avouer. Alors je n'ai plus en mémoire ces mots exacts, ni le dialogue qui suivit. Me reste sa gêne, les silences,
la confidence. Dans une mechta, a-t-il dit, dans mon souvenir, il n'y avait que des femmes. Je ne sais pas comment. J'ai fait l'amour à l'une. Bon, c'est pas bien. Bon, en partant, je lui ai laissé de l'argent. Une pièce. Qu'ai-je répondu? L'appelé n'était pas sous mes ordres. Il attendait la quille, sans opinion politique granitique, entre indifférence et ras-le-bol. Son acte n'était pas le symptôme d'un trouble paraphilique, ni de radicalisation, mais plutôt l'expression d'une double domination, genrée et coloniale, illustration d'un moment de l'histoire du viol en Occident. Bien sûr, il n'y a eu ni suite, ni procédure disciplinaire. Rien, comme d'habitude. Quant à moi, mon éducation, catholique, élève des jésuites, mon milieu, bourgeois, mes aspirations, étudiant en philosophie à l'époque, j'ai quitté au retour et fait de la psychologie, m'ont laissé pantois, déconcerté, sans voix, à l'écoute de cette confidence. Je savais, avec mes amis, lutter contre les tortionnaires, les putschistes, ruser avec l'OAS. En revanche, j'étais sans bras face à l'exercice brutal, primaire, de la sexualité des appelés en Algérie, qui, en 2003 seulement, a été abordée dans un article de l'historienne Raphaël Branche, dont la thèse sur la torture pendant la guerre d'Algérie, soutenue le 5 décembre 2000, doit aujourd'hui entrer dans notre réflexion. Alors, 56 ans plus tard, je lis l'un des derniers ouvrages de Maurice Godelier, Au fondement des sociétés humaines. Chapitre « Faire un enfant ». Je cite « Les corps et les sexes fonctionnent partout comme ces poupées ventriloques qu'on a à peine à faire taire et qui tiennent à des interlocuteurs qu'elles ne voient pas, des discours qui ne viennent pas d'elles. La sexualité, comme ces poupées ventriloques, bien entendu, ne parle pas. On parle en elle, on parle par elle. Mais qui parle? Et pourquoi de là? Car c'est précisément dans la mesure où la sexualité est d'avance contrainte de servir de langage et de légitimer des réalités qui ne sont pas elles, qu'elle devient source de fantasmes et d'univers imaginaires. Mais ce n'est plus la sexualité ici qui fantasme sur la société, c'est la société qui fantasme dans la sexualité. Ce n'est pas la sexualité qui aliène, c'est elle qui est aliénée. Alors, qu'y a-t-il de commun entre mon souvenir d'Algérie, que je rapporte 60 ans plus tard, un viol, un coït forcé, et l'esclavage sexuel des fillettes et des femmes yézidis du Sinjar irakien, les attentats dits terroristes, et quelle utilité, sinon, pour remarquer la similarité des exactions commises par des hommes sur des femmes. Les sciences, dit-on, se caractérisent par le fait qu'elles s'attachent à trouver le commun dans le divers. Alors il s'avère indispensable d'examiner très soigneusement le concept d'érotisme et sa fonction structurante et créatrice de l'énergie libidinale, non comme le remarquait pertinemment le psychanalyste Christian David dans un ouvrage clé de voûte, L'état amoureux, pour l'hypostasier dans les bocaux d'une théorie, le désexualiser, amour courtois, pétrarchisme, amour romantique, ou l'hypersexualiser, quête de la satisfaction orgasmique. L'érotisme est achèvement d'un processus d'intégration qui, partant du plus archaïque, parvient à la plus riche des subtilités quand la chair se fait verbe et le plaisir une esthétique. Je cite Christian David, « L'amour s'enracine dans le sol pulsionnel. Il est tributaire du besoin sexuel, du dynamisme biologique de l'espèce, et il se forme d'abord à partir d'expériences préverbales et extraverbales. » Les violences sexuelles et les viols perpétrés au cours de la guerre d'Algérie ont tardivement attiré l'attention des historiens. Raphaël Branche
note que la pratique systémique des viols pendant la guerre en ex-Yougoslavie de 91 à 95 a placé en pleine lumière une violence spécifique, trop souvent considérée comme un dommage collatéral, universel des guerres. Depuis, les travaux se multiplient. Je passe sur quelques détails pour en venir à la situation actuelle en France. Alors, quels faits comportementaux tissent le paysage de l'état de la sexualité en France aujourd'hui? Les auteurs d'un rapport diffusé le 5 octobre par la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, concluait sur la situation désastreuse des études sur la sexualité et la pédagogie sexuelle dans l'éducation nationale. Et Madame Najat Vallaud-Belkacem, à l'époque, le 15 juin 2016, déplorait le vide, les lacunes et les erreurs de l'éducation sexuelle en France. L'enseignement en la matière est cependant obligatoire. Danielle Bousquet, la présidente de ce haut comité, déplorait que la matière, précisément, se bornait à la physiologie de la reproduction et à quelques conseils prophylactiques. Rien, en revanche, sur l'état amoureux, le plaisir, le respect entre sexes ou partenaires, les violences sexuelles, l'identité, le toucher, l'art de la caresse. Alors je cite, « La réticence à aborder ces sujets n'est pas spécifique à l'éducation nationale, elle existe dans toute la société française. » Alors réticence ou son excès inverse, à savoir l'hypersexualisation du corps dans la logique archaïque de la médecine de l'organe, c'est-à-dire l'incapacité à comprendre la dimension systémique du plaisir, de l'autonie, de l'harmonie. La personne qui impose à l'enfant prépubère des cours sur la sexualité adulte et celle qui refoule, masque, détourne toute simple allusion au sexe, et ils ont en commun une conception fixiste et fragmentée du vivant. Alors que des méthodes simples, comme l'extension de la méthode naturelle de Georges Hébert, parfois ramenée à une simple éducation de gymnaste, devraient être engagées au fil des découvertes ou redécouvertes de l'éducation des sens, à entreprendre dès la petite enfance. Alors j'ai trouvé chez une romancière un témoignage fort intéressant qui va dans ce sens. Olivia Rosenthal, née en 1965, évoque ses années de lycée à Paris. Bien qu'on ne soit plus dans les années 1960, mon éducation sexuelle reste rudimentaire et passe encore, comme dans Diabolomante, par la projection en cours d'histoire naturelle d'un film sur l'accouchement. On y découvre, en très gros plan, le vagin dilaté d'une femme dont la tête manque. À la place de cette tête, le réalisateur a préféré montrer celle de son enfant, s'extrayant avec difficulté de l'entrejambe de sa mère. Le sexe est avant tout une histoire de saignement, d'organes gluants, de douleurs intenses, de placenta, de bébés sales, d'hommes en blouse blanche. Ça n'aide pas à comprendre les manifestations moins dramatiques de vos premiers émois amoureux. Et elle raconte les raisons d'une rupture amoureuse désastreuse. Alors, incroyable écartèlement qui accorde à la médecine le droit de l'explicite, l'anatomie de la sexualité fonctionnelle, alors qu'elle place dans l'enfer des bibliothèques et interdit à l'école l'étude de la poétique érotique. Encore que le clitoris
n'ait fait son apparition dans les manuels scolaires de sciences de la vie, SVT, dont des sciences de la vie et de la Terre, des classes de 4e, qu'à cette rentrée 2017, à la page 207, dans le seul manuel qui a osé le faire, publié par les éditions Magnard, au chapitre dédié à la reproduction et à la sexualité, dans le schéma représentant l'appareil génital féminin. À symbolie érotique, mais on la trouve partout, y compris dans les traductions. Alors, une traduction du poème biblique connu sous le nom de Cantique des Cantiques, et récemment traduit par David Isaac Aziza, donne le mot « table de la loi » au lieu du mot hébreu qui signifie les seins, et « nombril » au lieu des organes génitaux de la femme. La coalescence de l'esthétique et de la sexualité ne s'achève pas dans l'impasse d'une célébration abusive. Elle ouvre vers la création, la chair, provoquant les ressources de la cognition. Christian David note quel est au reste le langage naturel de l'état amoureux, le chant, la musique, la danse, la poésie spontanée, tout amoureux et lyrique, Eros, musicien. En conclusion, je vais citer un auteur brésilien d'origine polonaise, qui est aussi un artiste, qui donne une clé générale à la question qui nous intéresse. Et fort étrangement, vous retrouverez cette phrase, cette citation, sur les piliers du Musée de l'Homme à Paris, dans le cadre de l'exposition sur l'autre. L'univers naturel est un réservoir illimité d'espèces et de formes animales et végétales. Le regard sur l'objet ou l'être de nature est un acte artistique, car l'art de voir est en soi créatif. Il s'apprend, se pratique, se cultive et se transmet. Alors mais je crois que j'ai dépassé mon temps, ou je crois être à la frontière de mon temps. Hein? Parfait, très bien. Parce que j'avais trouvé deux textes remarquables, l'un de Proust et l'autre d'un dramaturge contemporain, sur la coalescence de la violence, de la guerre et de la virophilie, c'est-à-dire la violence comme affaire d'homme. Je ne le citerai pas, si vous voulez les références, je vous les donnerai. En fait, la guerre, la violence, ne serait-ce pas tout simplement une sorte de grand raout entre gamins, entre adultes, virils, et qui ne supportent pas la présence de l'autre genre, des autres genres. C'est une question. Merci.